Je sais jamais quoi faire de mes bras. Tant pis, Salut Franck, ça va? Et toi? Mais oui. Pardon. Bien, bonsoir à tous. Nos excuses pour ce petit décalage horaire. On en reprend avec un petit peu de retard. Donc merci à tous d'être présents au Apiro du 15 mars. On est ici à la Croisée des Jeux. C'est Oriane et Pierre qui nous font le plaisir de nous accueillir ce soir. Donc Oriane et Pierre avaient pitché, pour ceux qui étaient présents, lors du Apiro du 19 octobre dernier, où ils avaient présenté leur projet d'ouverture d'un café ludique à Brioude. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Ils nous accueillent ici. Donc on va leur laisser la parole pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qui s'est passé pour eux au cours des derniers mois. Et bah du coup, après Apiro, on a fini les travaux. Ça a été long. Ça a été fait dans les larmes et le sang. On a fini un samedi matin, on a ouvert le samedi soir. C'est ça. Les timings... Ça a été... Moi, j'en avais marre à la fin quand même. Mais voilà, et depuis l'ouverture, que du bon, les gens sont tous super contents. On essaie de travailler du coup avec les produits locaux, le bio. Et il y a énormément de solidarité sur Brioude. Ça, on est vraiment très très contents. Beaucoup de bouche à oreille. On a déjà des habitués depuis novembre qui ramènent des nouvelles têtes. Et voilà, ça marche super bien, on est contents. On fait plein d'animations parce qu'il y avait besoin. Sur Brioude, il y a beaucoup de demandes. Donc, que ce soit des tournois, présentation de gros jeux de société, du jeu de rôle, beaucoup de jeux de rôle. On ne s'attendait pas à ce que ça prenne aussi bien le jeu de rôle. Qu'est-ce que... du loup-garou. Ouais, on a aussi beaucoup d'événements, entre autres, ça nous a permis aussi de faire des rencontres comme Arthur Viennot, qui est un créateur de jeux de société brivadois pour le coup. Voilà. Et du coup, on a pu faire un événement avec lui, il est venu présenter son jeu, session dédicace. On a fait un autre événement du coup avec Rémi Dumois, magicien sur Brioude. On essaie au maximum de faire avec les gens du coin et du coup, ça a permis aussi de se rencontrer. On a eu aussi beaucoup d'aide, c'était très sympathique, de la Montagne et la Ruche qui sont aussi venus nous rencontrer. L'Office du tourisme. L'Office du tourisme. Donc j'en oublie sûrement, je suis désolée. La Téléregain aussi. Téléregain, on a eu le droit à notre petite interview. Laura, qui est devenue du coup une amie, elle est très fière de son reportage. Elle dit que c'est le meilleur qu'elle ait jamais fait. France Bleu Auvergne aussi. Et le Perrault évidemment. Voilà, et le Perrault. Voilà. Et effectivement, on a eu le droit aussi à une subvention de la région Rhône-Alpes et Rhône-Alpes-Auvergne et de la communauté de communes qui devrait pas tarder à arriver sur notre compte en banque et qui va bien nous aider parce qu'on a mangé toutes nos économies dans les travaux. Voilà. Après, voilà, ça se passe très bien. Tous les gens qui viennent pour l'instant en tout cas sont très contents et reviennent. On a beaucoup de retours. Les gens, le plus gros retour qu'on a, c'est vrai. On se sent beaucoup un petit peu comme à la maison. Souvent les gens nous ramènent leur plateau. Mais ils débarrassent les tables, ils montent les chaises. Au restaurant, vous ramenez pas votre assiette. Mais ouais, c'est ça. Certains font la fermeture avec nous, ils nous aident à faire le ménage. c'est ça, c'est un côté familial en fait. Et c'est ce qu'on voulait, donc on est content. On va laisser la parole au pitcher. Bravo. Merci. Et on est très content de vous accueillir également. Merci. Alors ce soir, donc, on va écouter 5 nouveaux porteurs projets qui ont un projet de création d'entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise. Alors parmi eux, on aura Patrice Tiva qui a créé Patrice Tiva Conseil, Jean-Bernard Mananga qui a créé Précis Ressort, Pierre-Olivier et Lisa pour la brasserie La Voltige, Monsieur Poulet pour Véloloc à Lannion,
et Sandrine Bier, qui est un projet de création d'une maison d'accueil familiale pour les personnes âgées. Voilà le programme de ce soir. Donc je vais donner tout de suite la parole à Monsieur Tiva, qui va venir nous présenter son activité. Alors, vu mon âge, j'ai pas l'anti-sèche. J'ai pas toute ma tête. Bonjour à tous. J'ai donc eu la saugrenue idée de créer une entreprise il y a maintenant 2 mois en arrière. C'est une entreprise qui a pour une vocation assez particulière et qui fait une proposition de valeur à destination des autres entreprises de concilier et de traiter conjointement l'amélioration de la performance opérationnelle, industrielle, commerciale, peu importe la performance, et la résilience, et travailler sur la résilience, qui est un thème malheureusement à la mode. Cette proposition de valeur est originale parce qu'elle s'adresse aux PME et PMI. Autant dans les grands groupes, dans les grosses structures, il y a des plans de continuité d'activité, des plans d'amélioration de performance. Dans les petites PME, les TPE ou même les ETI, certains ETI, ne sont pas équipés dans ce domaine-là. Et j'ai pensé que j'avais un certain nombre de choses à proposer, puisque j'ai été moi-même industriel pendant plus d'une vingtaine d'années dans une entreprise qui n'était pas très loin d'ici, située dans la montagne, à Siog et à Saug, qui s'appelle PEM. J'ai dirigé PEM pendant 20 ans. C'est une entreprise Céveso, donc avec un haut niveau de risque, un haut niveau d'exigence environnementale. Et toute cette expérience, tout ce vécu acquis pendant 20 ans, j'ai pensé que ça pouvait être utile à d'autres entreprises et que je pouvais rendre service. Donc c'est un peu le pourquoi j'ai pensé à cette activité-là. Il y a d'autres raisons, c'est que le contexte pousse beaucoup les PME, notamment les PME industrielles, à aller vers de la continuité d'activité, améliorer leur performance. Ils sont mis sous contrainte, alors, comme d'habitude par les clients, ça c'est pas très surprenant, mais il y a beaucoup de contraintes qui sont liées aussi à l'environnement institutionnel, beaucoup de contraintes liées aux collaborateurs. Recruter aujourd'hui c'est compliqué, je sais pas, peut-être des gens ici qui ont quelques problèmes de recrutement. Recruter c'est compliqué, fidéliser les collaborateurs c'est aussi important que de fidéliser les clients. Et la continuité d'activité, la capacité à gérer les risques, à manager les risques, sont des sujets qui sont assez touchy. La méthode que je propose, elle est hyper simple, c'est une méthode basée sur un projet. On construit un projet, on co-construit un projet avec l'entreprise. On part d'un pré-diagnostic. On va essayer d'identifier des pistes d'amélioration de performance et des pistes de continuité d'activité. On va mettre ça sous forme de plan d'action, sous forme de plan d'exécution. Donc c'est quelque chose de très pragmatique que je propose. Et ensuite, je vais aussi proposer un transfert de compétences. C'est-à-dire faire en sorte que ce que j'ai fait, à l'instant où je l'ai fait, ce que j'ai produit avec l'entreprise, puisse être pérennisé par les collaborateurs et les dirigeants de l'entreprise. Donc il y a une phase de transfert de compétences qui est incluse dans la prestation. Voilà, j'interviens partout en France, je n'ai pas tellement de limites, même un petit peu à l'étranger. Ça ne me dérange pas parce que je parle à peu près anglais, je me débrouille. Plutôt, on va dire, des PME de type à partir de 20 personnes, 20 collaborateurs, jusqu'à, j'ai un client qui a 450 collaborateurs. Voilà, ma clientèle. Mais je vous promets, c'est le dernier projet que je fais. Après, je prends ma retraite. Merci de m'avoir entendu. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un a peut-être quelques questions? C'est long comme mission? Ça dépend. Je n'ai pas de réponse. Ça va. Je vais vous citer des exemples, comme ça vous permettra de situer. J'ai une entreprise qui travaille dans le domaine du plastique, qui fait des compounds, c'est-à-dire des poudres plastiques, des petites billes plastiques pour des fabricants de films plastiques. Dans le domaine du biodégradable, biocompostable, biosourcé, enfin, voilà. L'entreprise, il y a 27 salariés, elle fait 2,5 millions de chiffre d'affaires. Et on a fait pour elle uniquement la partie continuité d'activité. Et
C'est une mission qui a duré, en temps de travail pour moi, une quinzaine de jours. Et sur le délai de réalisation, c'est 2 mois. Après, c'est cher parce que voilà, je trouve cher. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près ça. Si on prend une petite boîte. Après, si je prends un autre exemple, alors l'exemple de la boîte de pratiquement 500 personnes, là c'est beaucoup plus consistant. En plus, il y a un volet performance qui est plus important que le volet continuité d'activité. Donc c'est un volet où il y a tout un travail de recherche, de pistes d'amélioration de la performance à faire, de définition d'outils adaptés à l'entreprise. C'est en fait ce qui fait un peu ma particularité, c'est que je ne vais pas dire je vais apporter du lean management dans la boîte. Parce que c'est lean management tout de suite qui est à la mode. Non, c'est pas ça. En fait, on part du besoin, je pars du besoin de la boîte et j'essaie de trouver la méthode qui est la plus pertinente, qui est la plus adaptée, ajustée, optimisée. Voilà, une mission comme ça là c'était 30 jours de travail. Donc, et puis un délai beaucoup plus long, 3 mois. C'est une activité qui est lancée depuis... Alors j'ai commencé l'année dernière, mais j'ai pas créé la société tout de suite parce que je voulais être certifié avant de créer la société. C'est un environnement assez normé. Il y a l'ISO 9001 et l'ISO 22301 qui sont des normes internationales qui s'appliquent dans ces domaines-là. Et donc je voulais avoir les certifications adéquates avant de créer la société. Donc et pour avoir les certifications, il faut avoir de l'expérience. C'est un peu le chèque qui se mord la queue. Bon, donc du coup, j'ai passé en fait de mai 2021 jusqu'à décembre 2021 en expérimentation, formation, certification. J'ai obtenu ma certification en début janvier 2022 et j'ai donc créé la société début janvier 2022. Mais l'activité en fait existe depuis l'année dernière. Voilà. Pour vos clients, c'est plutôt des entreprises... C'est des entreprises, typiquement, c'est des entreprises qui ont des sujets de performance parce que quand il s'agit de la performance, elles s'estiment, pas forcément de manière très juste d'ailleurs, comme étant insuffisamment performantes sur leur marché. Alors, le regard de la performance, c'est le client en général, c'est lui qui donne le là de la performance en disant tu sais bien faire ton boulot ou tu sais pas bien le faire. Donc ça, c'est, on va dire, un type d'entreprise plutôt orienté performance. Donc c'est des boîtes qui ont des process un peu complexes souvent, qui ont des sujets de processus de création de valeur. C'est comment l'entreprise fait pour créer de la valeur. Ça, souvent elles ont un peu de mal à imaginer et à modéliser leur processus de création de valeur. Après il y a une autre catégorie d'entreprises, c'est des entreprises qui vont très bien. Alors ça c'est assez surprenant. Celles qui vont très très bien, qui ont un truc qui marche bien, elles sont souvent mises sous pression par les dirigeants, par les actionnaires, par des financiers, par des fonds d'investissement. Par exemple, c'est vraiment une clientèle pour moi très importante, les fonds d'investissement, parce qu'ils veulent avoir des garanties que ça continue d'aller bien. En fait, ça marche bien, tout le monde est content, mais l'investisseur, lui, qui va rentrer pour un nouveau projet, par exemple, c'est un cas assez fréquent, ça, lui dit, ouais, ok, d'accord, mais qu'est-ce qui me garantit, entre guillemets, que ce qui existe aujourd'hui va durer ? Et c'est là l'intérêt de la continuité d'activité et du regard de continuité d'activité sur l'activité de la boîte. Donc c'est deux typologies de boîtes un peu typiques de ce que je peux faire. Alors c'est des entreprises, oui, qui en dessous de 20, en dessous de 15 salariés, j'ai pas d'exemple. Qu'est-ce qui a fait germer cette idée chez vous là? Parce qu'en principe, on pourrait penser que ce que vous proposez est déjà fait un peu en interne dans l'entreprise, non? Oui, alors c'est vrai, vous avez raison, c'est souvent fait pour la performance. Le sujet de performance dans les entreprises industrielles est souvent traité en interne. Après, mon expérience, en fait ce qui a fait germer l'idée, c'est mon expérience, mon vécu de chef d'entreprise. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes assez souvent seul. C'est pas une situation si facile que ça pour ceux qui l'ont expérimenté. Enfin moi j'en ai parfois souffert d'être seul et d'avoir en face de moi des gens qui sont des collaborateurs. C'est-à-dire il y a un lien hiérarchique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce lien de dépendance, je ne vais pas parler de lien hiérarchique, mais ce lien de dépendance qui existe,
eh ben, il dénature un peu la qualité de la réflexion. On peut pas, il y a des sujets qu'on n'aborde pas si facilement que ça, et qui sont un enjeu pour les autres, un enjeu pour soi, et les enjeux se croisent, se confrontent, au lieu de se joindre. Du coup, ça c'est quelque chose que j'ai ressenti, ça. Et je me suis dit, il y a les autres chefs d'entreprise doivent le ressentir aussi. Et du coup, je sers un peu de médiateur, d'intermédiaire, d'objectiveur. Je fais beaucoup de factuels, quoi, parce que quand on est dans les émotions, dans les sentiments, dans les convictions, il y a plein de gens qui s'expriment sous forme de conviction. Je crois que, non, ok, si tu le crois, c'est bien, tu peux le croire. Mais on va revenir aux faits, quoi. Donc j'essaye de toujours ramener les choses, mais à poser sur les faits, et ça donne une capacité aux entreprises à mieux appréhender le problème de performance. C'est souvent des sujets un peu touchy, la performance. Vous adressez aux collectivités ? Vous adressez aux collectivités ? Oui. J'ai eu aucun succès pour l'instant. Alors je vous le dis franchement, 0 succès dans ma prospection commerciale. Ouais, je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Ça peut être des entreprises de production que de prestataires de services. Oui, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Vraiment, il y a un processus créatif quand on fait de la production, comme quand on fait de la prestation de service. Il y a un processus de création de valeur qu'il faut identifier, qu'il faut comprendre, qu'il faut modéliser dans l'idéal, et puis qu'il faut travailler. Donc oui, ça marche pas. Alors c'est la continuité. Bon, mais après, si vous me laissez la parole, moi je vous occupe la soirée. Donc il faut quand même m'arrêter un peu là. Mais vous savez, c'est des matières. Parfois, c'est une obligation. La continuité d'activité, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous êtes opérateur d'importance vitale, au IV, ça s'appelle comme ça. Il y a certaines entreprises ou certaines organisations en France qui sont comme ça. Alors qui ? Les hôpitaux. Pas de réflexion sur le Covid, restez sobre. Ils sont opérateurs d'importance vitale. Ça veut dire qu'ils ont l'obligation à avoir des plans de continuité d'activité, des systèmes de management de la continuité d'activité. Bon, est-ce que ça a été performant pendant le Covid ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, ils les ont. Mais d'autres secteurs, les banques, vous n'imaginez pas qu'avec votre carte bancaire, vous allez au distributeur et puis ça ne marche pas. Ça, conceptuellement, ça paraît compliqué, quoi. C'est pas acceptable. Donc l'État les a classés comme opérateurs d'importance vitale et les a obligés à avoir des plans de continuité d'activité avec des procédures de crash test. Donc sans que vous le sachiez, mais dans les banques, par exemple, ce qui est fait actuellement très couramment, tous les ans, ils font des exercices du type j'ai mon système d'information qui est chez OVH, par exemple à Strasbourg, il crame, les cartes bancaires, elles continuent de fonctionner. D'ailleurs, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et ça ne vous a pas empêché de continuer à fonctionner vos cartes bancaires. Voilà, donc ça existe. Il y a des endroits, il y a des zones, des activités où il y a une obligation de continuité d'activité. Après, il y en a plein qui sont mises sous pression par les clients ou par les investisseurs. C'est vraiment les deux grandes sources de pression qui sont faites sur la performance et la continuité d'activité actuellement. Les clients, les investisseurs et les collaborateurs. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, on va laisser la parole à M. Mananga pour Précis Ressort. Merci. Donc, Jean-Bernard Mananga. J'ai créé Précis Ressort en 2007 à Marseille. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'un développement pour partir d'une zone, disons, résidentielle vers une zone industrielle. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai atterri à Brioude en décembre dernier. Donc, Précis Ressort est ici à Brioude depuis décembre 2021. En fait, Précis Ressort, c'est une société spécialisée dans la conception, le calcul et la fabrication de tout type de ressorts destinés aux applications industrielles et aéronautiques.
Donc c'est une entreprise que j'ai créée donc en 2007 à Marseille et puis que j'aimerais saisir en fait l'opportunité de rejoindre une zone industrielle pour lui donner une autre impulsion que celle que j'ai pu la donner jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une entreprise en fait lorsque je l'ai créée d'abord comme un bureau d'études. Et puis j'ai acheté une machine, une deuxième, et actuellement donc, je l'ai transformée en usine de fabrication, de conception d'abord, puisque c'est d'abord mon premier métier, et puis de fabrication de tout type de ressorts. Donc les applications, en fait, les types de clients auxquels je m'adresse, ce sont toutes les entreprises qui ont des machines et qui produisent. Par exemple, dans le domaine de la sidérurgie, Constellium, par exemple, c'est un client potentiel, même si je ne suis pas encore chez eux, mais une entreprise comme ArcelorMittal, c'est un client, et puis la maintenance industrielle. Donc je travaille un peu avec pas mal de ports en France, avec des sociétés de tram, par exemple. Voilà. Ce sont mes clients actuels. Donc depuis un peu plus de 20 ans, je connaissais la région, je venais souvent en vacances par ici, et l'opportunité de pouvoir trouver un local par ici nous a conduit à pouvoir, pourquoi pas, déplacer l'usine de Marseille à Brioude. Voilà. Donc c'est depuis décembre seulement que je suis là. Donc actuellement, je suis en train de construire mon équipe, de recruter en fait des opérateurs et puis une équipe administrative pour pouvoir nous permettre de nous déployer et continuer l'activité que j'exerçais déjà à Marseille, mais en mieux, puisque en fait le cadre est nettement meilleur que celui que j'avais à Marseille. Non, parce que en fait à Marseille c'était en zone résidentielle, donc j'étais entouré d'habitations et dans un vieux local, et puis ici c'est en zone industrielle, donc avec une accessibilité pour pouvoir charger, décharger les produits, la matière première d'abord, et puis les produits vers les clients. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'avais à Marseille. Si vous avez des questions. C'est quel type de ressort? C'est tout type de ressort. En fait, je travaille aussi bien pour des soupapes industrielles des raffineries que des ressorts, des articulations artificielles, par exemple, de la plante du pied. Voilà. C'est-à-dire que moi, notre métier, c'est tordre le métal pour lui donner une forme élastique. Ça, c'est notre métier. Maintenant, c'est le client qui me dit, il a besoin, par exemple, de quelque chose qui puisse supporter une charge d'1 tonne, et est-ce que je peux lui faire ça? Donc moi, je vais tenir compte des contraintes d'encombrement, et puis lui proposer en fait quelque chose qui puisse tenir la route. Les différents matériaux? Effectivement, des différents matériaux, nous travaillons aussi bien l'acier basique que les inox, les inconels, le cuivre, le bronze beryllium, le titane, voilà. Donc on a, à l'époque, lorsque j'ai commencé à travailler, commencé à développer Précis Ressort, je me suis un peu lancé dans la recherche pour justement essayer d'innover dans les matériaux composites, mais les résultats n'étaient pas concluants. Donc pour le moment, les matériaux composites ont été mis de côté, en attendant que ça s'améliore peut-être, et qu'au niveau de la durée de vie, du vieillissement du matériel, qu'il y ait des améliorations pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, par rapport à chercher à faire des ressorts dans ce sens-là. Mais sinon, au jour d'aujourd'hui, nous travaillons que la ferraille. Vous êtes combien? Pour le moment, je suis parti donc à Marseille, nous étions 4. Et malheureusement, l'équipe de Marseille n'a pas voulu me suivre. Donc je suis venu tout seul ici et j'ai recruté un opérateur déjà. J'ai commencé à recruter une assistante, malheureusement ça n'a pas marché. Et puis actuellement je suis dans le processus de recrutement. Donc tout dépend de la manière dont les choses vont se mettre en route ici. En fait c'est le marché qui va nous donner, nous permettre de pouvoir nous développer.
D'autres questions? C'est où exactement, du coup, à Brive? À la rue de Chaumager, à côté de Richemont. Voilà, la fromagerie. Anciennement, ah oui, voilà. Le bâtiment. Il faut parler avec anciennement. Il y a des gens qui parlent. Il y a une centaine d'entreprises en France qui sont dans le même métier que moi, dont disons à peu près 5 sociétés prennent disons à peu près 95% du marché, parce que c'est des groupes, et puis le reste, c'est des très petites sociétés. Donc au niveau du département, de la région Rhône-Alpes, il y a à peu près 5 sociétés qui sont dans la conception et la fabrication de ressorts. Et par ici, je pense que je suis le seul encore. La création de valeur, finalement, c'est cette souplesse de vous adapter à la demande, à une demande. Effectivement, c'est-à-dire que nous, ce qui a fait ma spécificité lorsque je me suis lancé sur ce créneau, c'est lorsque j'étais salarié, j'aimais imaginer des solutions. Donc j'ai développé parallèlement un logiciel de calcul qui me permettait en fait de dimensionner les ressorts. Et donc ça c'est un outil qui au jour d'aujourd'hui me permet d'avoir une reconnaissance même auprès des confrères. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit par exemple de faire des changements de tarage, bon, c'est des termes techniques, dans les modifications par exemple, prenons un arrêt de raffinerie, en général, il recalibre le matériel de façon à ce que ça puisse toujours continuer à produire comme avant. Or, le matériel vieillit. Et donc, avec ce vieillissement, souvent, le paramètre qui permet de pouvoir faire ce recalibrage, c'est le ressort. Donc, et moi, grâce à mon logiciel, en fonction de la pression exercée sur par exemple, les soupapes, je peux en fait dimensionner le ressort pour obtenir en fait le résultat attendu. Voilà. Ça, c'est en fait le premier outil que moi-même j'ai développé qui, au jour d'aujourd'hui, me permet en fait d'avoir pratiquement... C'est comme c'est une petite niche. De ce côté-là, je suis presque le seul à pouvoir faire ce travail-là, actuellement en France. Et maintenant, bon, pour tout ce qui est simplement tordre le métal, on se retrouve en concurrence avec d'autres sociétés où, lorsque c'est une grosse série, par exemple, malheureusement, quelquefois, je ne fais pas le poids et puis c'est les gros qui prennent le gâteau. Vous faites des grosses séries ou vous faites plutôt il y a quelques niches où je fais des... C'est-à-dire qu'en général, souvent, lorsque je conçois la pièce, il y a certaines pièces où je mets quelques pièges dedans. Et celle-là, le concurrent qui veut le prendre, souvent se casse la figure. Et donc, c'est là où je garde mon gâteau pendant longtemps. Mais en général, lorsque je conçois les pièces, les premières séries, je vais les faire moi, mais lorsqu'ils vont faire un appel d'offres, souvent, je n'ai pas le marché. Donc moi, en général, ma valeur ajoutée, c'est au niveau de la conception, c'est au niveau des prototypes. Et puis les petites quantités, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une casse, par exemple, je dis n'importe quoi à Faisan, et que demain ou bien d'ici 24 heures, il faudrait qu'il fasse la réparation. En général, nous, même pas, on me donne la commande le matin, à midi, le ressort part. C'est-à-dire que nous, dans les petites quantités de pièces, je me bats pour être vraiment les meilleurs là-dedans. Maintenant, pour les grosses quantités, malheureusement, je laisse à ceux qui ont les outils adaptés pour pouvoir justement... Question ? Bravo. Alors, Pierre-Olivier et Elisa vont venir nous présenter le projet La Brasserie Voltige. Okay. Bonjour à tous. Bonjour, donc Pierre-Olivier et Elisa. On a pour projet de créer une brasserie à Saint-Laurent-Chabreuge sur l'ancienne zone de la discothèque de Saint-Laurent-Chabreuge que l'on est en train d'acquérir.
C'est un projet qui a 2 ans à peu près dans notre tête. On a posé les premiers tableurs et les premiers calculs il y a une quinzaine de mois. Donc c'est assez long, assez gros. Là, on commence à bien avancer, à voir le début du chantier, en espérant finir pour décembre cette année. Donc notre projet, c'est un bâtiment de 1600 mètres carrés que l'on va poser sur la carrière qu'il y a sur cette zone-là. Et dedans, une brasserie d'une capacité de 5000 hectolitres, composée de 7 fermenteurs et d'une unité de brassage de 2000 hectolitres. Et d'une ligne d'embouteillage. Voilà. Après, on va s'adresser aux moyennes surfaces. On ne vise pas les marchés, on ne vise pas le marché du fût non plus. On aura une gamme de 5 bières permanentes en 33 et en 75, avec comme ambition d'être jamais en rupture de stock. On sera certifié bio. Et voilà pour le projet de la brasserie. Et après, pour ceux qui connaissent, c'est un lieu assez grand, ça fait 24 000 m² le terrain à Saint-Laurent-Chabreuge. Donc on va construire 1600 mètres. Et il y a 1200 mètres à peu près de bâtis existants qui servaient de discothèque, d'habitation et de divers locaux. Donc là, on pense réaménager cet ensemble en un gîte de groupe d'une 12 à 15 chambres. Et l'ancienne discothèque qui fait 400 mètres carrés sera à disposition des gens qui louent le gîte. Il y aura une boutique sur le site aussi, un peu d'accueil. Puis c'est un lieu qui est plutôt joli et tourisme. Et puis on aura une gamme de 5 permanentes du coup. Donc une blonde, une blanche, une ambrée, une bière type bière belge, et puis qu'est-ce que j'oublie ? Une IPA. Voilà. Et puis des éphémères qui viendront avec le temps et qui repartiront. C'est où exactement votre brasserie ? Saint-Laurent-Chabreuge, ce sera sur la discothèque. Alors pour l'instant il n'y a rien, mais il y aura un bâtiment sur partie. Il y a une carrière. Ouais. Vous voyez une carrière, on la voit de la nationale. Vous voyez Saint-Laurent-Chabreuge ? Pas du tout, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est en partant sur le Cantal. Ouais, sur le Cantal. Ouais. C'est bon, on place la précision. Donc c'est à 3 km non, même pas. C'est toujours Brioude. 5 minutes d'ici. C'est à 5 minutes d'ici. Après, les critères du lieu, c'est que c'est un lieu où on a une eau de source qui est à proximité de Brioude. Puis c'est un lieu joli, donc on peut en faire quelque chose et accueillir des gens. C'est vaste. Vous allez utiliser cette source du coup pour la bière ? Oui. Oui, c'est de l'eau. Comment on dit ? C'est l'eau du secteur. Mais en fait, sur Brioude, l'eau de Brioude est sur des puits filtrants de l'Allier et l'eau de Saint-Laurent-Chabreuge, Coate, Pauillac, jusqu'à Landes-sur-Alagnon vient du Césalier. Les céréales sur local. Les céréales sur local. Là, on travaillera avec la malterie de la Drôme. Après, donc d'un point de vue malt, après d'un point de vue céréales cultivées ici, je sais pas. La question. Comment vous êtes venu l'idée ? Bonne question. Non, on a un troisième associé. Non. On a un troisième associé qui a déjà une brasserie. Et donc du coup, on se lance dedans avec lui. On vient de l'informatique à la base. Par rapport au marché d'ici où il y a déjà quand même la Demoiselle qui est bien installée, la Barbarou et la Volcan, ça vous fait pas peur ? Alors, déjà, il se boit beaucoup de bière. Quand même. Il se boit beaucoup de bière.
Et après, comme on l'a dit, on se focus sur une gamme peu étendue et avec un objectif de ne pas avoir de rupture. Et je pense que la philosophie de brasseur beaucoup plus petit est plutôt d'avoir des gammes variées, de la présenter, d'avoir un métier plus passion, cuisine, découverte. Là, on est plus sur un objectif de résilience et de performance de la production. Avec un outil de travail. Alors après, on peut potentiellement les structurer parce que voilà, une ligne d'embouteillage, parce que l'investissement qu'on fait est quand même assez conséquent. Et ça peut être intéressant pour des plus petits brasseurs, s'ils le souhaitent, de travailler à façon et de nous louer l'usine pour ne pas être en rupture l'été sur une de leurs gammes, par exemple. Pour l'accueil des visiteurs, vous envisagez, vous avez un peu parlé de tourisme, du coup, vous avez décidé pour le moment ou ça viendra après? Non, parce que le lieu s'y prête bien, oui, on a des idées évidemment. Après, on pense que comme on dit, le tourisme industriel est quelque chose que finalement on peut développer sur le secteur et qui peut être intéressant. Et étant donné le lieu, non, c'est quelque chose sur lequel on compte aussi. Ouais. Merci. Surtout votre capacité, vous avez dit 18 bouchages, non 15 chambres. Ça ne t'arrache pas 30 à 40 personnes. 30 à 40 personnes. Les soirs, vous avez 10, 12 personnes, 8, 10, mais jamais plus. Ouais. Et plus, ça Je prends une option pour Noël. C'est pour le challenge ou ouais, mais il peut aider à la peinture, je parie. Non? On espère vraiment qu'en novembre-décembre, on verra le bout. Ça fait plusieurs fois qu'on se projette et à chaque fois ça marche pas, du coup. Mais là, depuis vendredi, on est au point très français du pour le papier A, il faut le papier B, et pour le papier B, il faut le papier A. Mais on va y arriver. Vous avez obtenu les autorisations permis de construire, tout ça là? Non, mais on va parler du projet. Pas cette semaine, Florence. D'accord. Je retire ma question. La suivante. Pardon. Le démarchage de vos réseaux de vente, du coup, vous l'avez fait comment? C'est grande distribution, c'est ça? Comme l'a dit Lisa, on est associé avec un de nos associés a déjà une brasserie, donc ça nous permet de profiter évidemment de ça. Après, de par mon entreprise actuelle, je côtoie quand même pas mal de professionnels et effectivement on a commencé à prospecter un petit peu sur ces sujets-là. C'est quoi votre force de vente par rapport à votre produit? Parce qu'il y a, comme on disait, il y a une multitude aujourd'hui de microbrasseries qui sont créées. Ce serait quoi la résilience. De promettre n'être jamais en rupture. Vous avez un conseiller par résilience. Bah ouais. Mais, Non, la promesse c'est d'être jamais en rupture. Je pense que si on veut alimenter une moyenne surface, si on veut alimenter un distributeur, pour nous, notre volonté et ce que fait notre associé actuel, c'est voilà le tarif, nous on ne sera jamais en rupture. Point. Et le goût dans tout ça? Oui, parce que j'allais dire, la bière sera bonne. Ouais, Et je pense que le goût est important. Oui, après il existe énormément de bières pour dire qu'on Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. L'idée sur un outil comme celui-là, c'est quand même de rester sur une gamme accessible et pas trop pas faire des choses élitistes en termes de goût ou qui ne touchent qu'une tranche marginale de gens, quoi. Et après. Alors, aucun ou deux. Aucun de vous n'aime la bière, c'est ce que vous dites? Non, après, il y a un travail effectivement sur les recettes qui est fait. Ouais.
Mais oui, voilà, c'est de rester sur des produits bons mais simples. Ouais. Ça marche. Vous avez un associé qui est brasseur, c'est un brasseur qui est par ici. Qui est dans la Drôme. Qui est dans la Drôme. Brasserie du Slalom. Disponible à la Biocop. Ouais. Au niveau de la mise en bouteille, vous savez du coup la bouteille va y avoir des consignes dessus Non. Non. C'est vrai que ça demande aussi du matériel supplémentaire. Ça demande matériel, ça demande. Alors je crois que Damoiselle l'a fait. Je pense qu'il y a aussi tout un travail sur les choix d'étiquettes qui ne doit pas être complètement simple parce que les. Oui, il y a les questions de nettoyage, mais il y a la question de juste bêtement enlever l'étiquette qui doit, je pense, être un enfer sur Terre. Bah tu penses, ça doit se on faire. a déjà essayé. Ouais. Non, enfin voilà, je pense que c'est un sujet compliqué. Je sais pas si Étienne a essayé de gratter ou pas. Mais... Non, pas de mon nom. Après avoir demandé à plein de personnes, on a acté que ça serait de la bière, de la bouteille verte. Parce qu'il y avait le choix canette. Poser la question de canette. C'est une hérésie, la bière en canette, c'est une hérésie. Bah, sur les autres pays, ça a l'air d'être quand même une tendance montante. C'est meilleur que la piller, la canette. C'était à trancher parce que le coût d'une embouteilleuse, ça refroidit quand même. On va pas en acheter deux. Donc c'est bouteille. Voilà. On n'a pas su le nom. Voltige. Si. Merci. Merci. Alors, Monsieur Poulet va venir nous présenter Véloloc à Lannion. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis Pascal Poulet, je suis le conjoint collaborateur de la société Véloloc à Lannion. Et je profite de l'occasion de m'excuser au bon nom de mon épouse qui n'a pas pu être présente pour une raison médicale. Véloloc à Lannion, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit d'une réflexion qui a commencé depuis 1 an autour d'un café avec Monsieur Brosson ici présent, qui est le gérant du camping de Lannion, où d'un constat général, on s'est aperçu que notre secteur de la vallée de la Lannion et sur les contreforts du Lambronais, le fait de ne pas avoir, de proposer un manque de location de vélos était vraiment récurrent. Donc en fin de compte, de l'idée initiale jusqu'à la concrétisation, il a fallu quand même un petit peu travailler et se rendre compte qu'effectivement il fallait s'entourer de personnes pour pouvoir savoir si l'idée était bonne ou pas. Donc étant en phase de reconversion, moi et puis mon épouse qui ne travaillait pas, on s'est dit, étant sportif aussi, parce que faire du vélo, il faut aussi aimer ça, et c'est le cas. Donc on est parti là-dessus pour se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est une idée qui tient la route. Et comme je suis un ancien militaire, j'aime bien être carré dans la tête, donc on s'est entouré de tous les partenaires professionnels et autres du tourisme pour savoir si ça tenait la route. Et puis on a toqué à la porte de la CCI pour savoir si notre projet était viable. Donc apparemment oui, puisque maintenant la société devrait démarrer dans 2 mois, où on proposera donc à toute clientèle la location de vélos électriques principalement, 3 activités: la location de vélos électriques, la réparation de vélos en tout genre et un hébergement touristique, où on pourra accueillir 4 à 5 personnes. Donc là je ne vous cache pas qu'on est en phase finale et que l'huile de coude, on est à fond dans les travaux et on devrait ouvrir d'ici 2 mois. D'ici 2 mois. Donc on est situé à Lannes-sur-Lannion, on est dans la vallée en limite de la vallée de la Lannion. On est en partenariat principalement avec le camping de Lannion, puisqu'effectivement l'idée est partie de là. Et sur ce constat, on a vraiment réfléchi à une entente pour pouvoir débuter. Mais effectivement, ça ne peut pas se faire tout seul. On a besoin d'aide, de contact, de structure pour pouvoir y arriver. Donc c'est vrai que
on sait où on va, mais effectivement, c'est une création, donc on est confiant, on est dynamique, on sait que ça va marcher, mais voilà, on est toujours dans l'inconnu. Effectivement, ouais, comme je vous disais, oui, je suis un ancien militaire. Le vélo, je sais changer une roue, mais d'aller jusqu'à réparer. Donc je me suis formé auprès du CNPC à Grenoble, pour pouvoir être compétent et professionnel surtout, parce que ça c'est quand même important. Moi j'estime que proposer un service aux gens, si c'est pour faire n'importe quoi, je suis pas d'accord. Donc on est compétent, on est professionnel, et puis et commerçant aussi. Parce que, voilà, c'est aussi. Hein, j'ai retenu ce que j'avais dit. C'est pour ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on propose? Donc on a une flotte de 15 vélos électriques, allant du VTT au VTC, vélo enfant, remorque enfant et aussi pour animaux. Alors bon, je pense que ça. Il y a une demande, donc c'est vrai qu'on a été surpris, mais j'avoue que c'est assez surprenant. Donc on proposera aussi ce service. Après la réparation, c'est une réparation généraliste, donc vous pourrez venir à Lons-sur-Alagnon, on vous accueillera avec grand plaisir. Et puis le gîte, effectivement, on avait une maison avec un grand terrain, donc la structure était déjà là. On l'aménage, ça fait 50 mètres carrés, on a 4 à 5 personnes à recevoir, et ce sera parfait. Voilà. Donc on ouvre dans 2 mois. On est à fond, on ne dort pas beaucoup, mais c'est pour la bonne cause. Et puis voilà, puis on remercie bien sûr aussi toutes les structures qui nous ont aidés, qui ont cru en nous et qui croient en nous. Et ça, c'est super important parce que sans eux, on n'en serait absolument pas là. Et je remercie sincèrement Mme Bardakov pour le travail qu'elle a. Si, je le dis quand même. Je profite de l'occasion parce que je le pense sincèrement, et aussi que tous les partenaires qui nous ont aidés, qui nous ont conseillés. Parce que c'est pas évident, moi, l'administratif, voilà, monter une boîte. Voilà, je pense que d'autres connaissent les problèmes et les difficultés qu'on peut rencontrer, mais on y est arrivé, on a tenu jusqu'au bout et on est là. Donc, il y a Joël aussi qui a un bon bien sûr, soutien, parce totalement. à la fois un site important tout à fait. Pour porter l'activité et puis aussi parce que c'est un... Et Joël, effectivement, qui est là, donc c'est notre partenaire privilégié et sans lui, effectivement, on ne serait pas là également. Voilà. Je le remercie vraiment chaleureusement parce que. Et après, on a d'autres personnes qu'on doit rencontrer, des professionnels du tourisme qui sont là, mais on n'a pas eu le temps encore parce qu'on est un petit peu overbooké et on sait qu'on va se revoir. Ah bah pardon. Je connais pas, c'est vrai que là, je suis un petit peu perdu, c'est pour ça. Donc voilà, c'est. Au niveau des roadbooks, oui. Comment la clientèle va se diriger? Alors en fin de compte, ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir à 200 mètres de la maison déjà des parcours qui sont déjà en place, donc qui sont proposés, qui ont été créés par la Comcom2 si je me trompe pas. Et moi, effectivement, donc, soit les gens partent en toute liberté open et puis ils font ce qu'ils veulent, soit effectivement on leur propose les circuits, mais moi je crée mes traces pour pouvoir proposer des circuits à thème. C'est-à-dire que, mettons, je vais dire une bêtise, ceux qui aiment les châteaux, ils auront un circuit lié un petit peu aux Templiers et autres, s'il y a les enfants, etc. Voilà. On aura des parcours à thème pour pouvoir un petit peu diversifier nos offres. Et puis, parce que c'est vrai qu'on a vraiment un secteur et un terrain de jeu extraordinaire, et je pense qu'il est bon qu'il soit exploité. Parce que c'est magnifique. C'est que VTT? Alors, vélo électrique, oui, principalement. VTT, VTC, vélo enfant et remorque. Voilà. On commence déjà, on a une quinzaine de vélos, donc on n'est pas parti trop fort parce que bon, on ne sait pas trop où on va. Comme on disait, on s'est entouré de professionnels du cycle, qui nous ont effectivement conseillé aussi. Donc on a pris leurs conseils, parce que bon, effectivement, on ne sait pas tout. Et puis on a un petit peu mis ça sur la table, et puis on s'est dit, on verra la première année, le premier constat, puis après on verra si ça marche, en avant. En avant. Voilà. Au niveau de la location, ce sera à la journée, demi-journée, semaine? Alors on sera à la demi-journée, week-end, semaine, selon ce que le client demandera. On sera vraiment tout à fait malléable là-dessus, quoi. Il n'y aura pas de restrictions particulières. Voilà. Donc on proposera un choix de location tout à fait adapté aux personnes. Il y aura bien sûr des réductions proposées pour les familles et autres, et j'en passe. Voilà. Donc, on proposera tout ça. La location se fait obligatoirement sur Nantes, on est obligé d'aller chercher les vélos à Nantes. Alors, si on veut le faire à la semaine. On avait à la base une idée, moi j'avais l'idée effectivement de proposer d'aller chercher,
d'emmener les vélos sur place. À la base, on partait sur la réparation à domicile avec le petit camion, etc. Bon, on était parti là-dessus. Et puis ayant fait les formations au CNPC à Grenoble, où on a été formé par des professionnels du tourisme des Hautes-Alpes, etc., je me suis aperçu qu'à mon avis, ça n'aurait pas été possible de gérer à la fois le parc qu'on aurait de vélos électriques et d'aller après offrir un service au domicile, etc., pour s'occuper des réparations. Et là, ça n'aurait pas été possible. On aurait fait un travail vraiment pas terrible. Et moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Soit on s'engage à fond sur un truc, on le fait bien, et puis après, voilà. Donc si, mettons, on a des vacanciers à Ozon, Oui. Ils veulent louer pendant une semaine des vélos électriques, Oui. il faut qu'ils viennent les chercher à... Dans un premier temps, oui. Par contre, effectivement, si on a le temps, pourquoi ne pas leur porter? Bien sûr, ce sera une proposition qu'on va envisager. Si effectivement on voit qu'il y a une forte demande, je pense qu'il faudra qu'on s'adapte, à mon avis. C'est sûr. C'est sûr. Après, voilà, c'est les premiers temps qui vont un petit peu conditionner le démarrage de toutes les activités. C'est un peu comme un parc d'attractions, il faut qu'on règle un petit peu tout ça, mais ça va se faire gentiment et sûrement. Vous êtes de la région? Oui, du côté de ma mère, oui. Du côté de Moria, Saint-Gervais, etc. Oui, d'accord. Ouais, voilà. Donc on est bien. On est bien là où on est, c'est vrai. Est-ce que vous envisagez de vendre des vélos neufs? Alors, on a oui, tout à fait. En fin de compte, on a 15 vélos neufs qui seront donc changés à 50% à la fin de la saison. Donc on proposera à la vente, effectivement, 50% du parc, donc avec un vélo qui aura 6 mois, 8 mois, quoi. Donc ce sera intéressant. Et on renouvellera donc tous les ans, effectivement, 50% du parc. D'ailleurs là on a eu une difficulté parce qu'effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir des vélos électriques, c'est la croix et la bannière. Et pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a eu un décalage de date et ça c'était pas possible. Et donc il a fallu qu'on réadapte un petit peu le parc. Mais on a encore des vélos qui seront disponibles et puis encore plus performants. Donc c'est quand même formidable. Donc on a eu des gars qui ont répondu présent aux difficultés qu'on rencontre, quoi. Parce que c'est vrai que... Et puis la tendance bien sûr du vélo électrique est là. Le marché a explosé. Donc je pense que pour quelques années encore, on sera là. Et plus encore, bien sûr. On ne s'arrêtera pas là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Déjà, il y en a eu quelques. Vélo hydrogène. Oui. Vous ferez la maintenance des vélos électriques aussi? Ah oui, tout à fait, oui. Okay. Effectivement, c'est comme on disait dans les réparations, j'ai été formé aussi en formation VAE pour pouvoir effectivement faire les diagnostics, etc. et entretenir le vélo électrique. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être compétent sur tous les domaines. Voilà. Donc on a un petit chalet, on a 2 chalets sur le terrain, parce qu'on a un grand terrain, donc on a 2 chalets en fin de compte. Un chalet d'accueil, effectivement, l'activité accueil, réservation, c'est mon épouse qui le fera. Et moi je m'occupe de la réparation et de la gestion du parc, bien sûr. Et bien, mon épouse, bien sûr, s'occupera aussi du vide, parce que c'est partager un petit peu les tâches. Et puis voilà, ça va se passer comme ça. Voilà. Donc on a 2 chalets, une partie accueil et une partie réparation. Où là, tout le matériel sera là. Donc d'ici 2 mois, ça devrait être là. Ce sera là, pardon. Ce sera bien. La journée porte ouverte, c'est... Ah bah voilà, justement, là on n'a pas encore fixé la date, c'est pour ça, on va essayer de voir ça. Ouais. Voilà. La communication. La communication, oui, là on est en pleine communication, c'est pour ça qu'on disait on s'entoure donc de toutes les personnes auprès de qui on va se faire connaître, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment encore un travail là urgent et qui est en cours d'ailleurs. Il n'est pas urgent, mais il est en cours. Mais c'est vrai que les jours passent vite, 24 heures, c'est pas assez dans une journée. Mais bon, tout est là, tout est prêt. Et est-ce que vous avez organisé une randonnée annuelle, par exemple, une sortie, quelque chose de prévu? C'est une bonne question, c'est vrai que c'est envisagé, mais on n'a pas encore vraiment réfléchi à la question proprement. Ouais. Bon là par contre on participe... Comment c'est qu'une bière au début? Comme pour des brasseries. La route de brasserie. Alors pour info, effectivement, on a déjà une réservation pour les journées du 25 et 26 juin. Merci beaucoup, pardon, excusez-moi. À Ozon, Champagnac et Landes, où là effectivement donc, il y aura l'activité donc du vélo électrique qui sera proposé. C'est Ozon ça? Ouais, c'est Ozon. Ouais. Je crois qu'il y a 3 sites Ozon, Champagnac et puis Landes sur le week-end. Ouais. Tout
Tout à fait, la communauté de communes de Zon. Ouais. Donc voilà, il y aura plusieurs activités sur ces 2 jours. Tout à fait, absolument. Donc c'est pour ça que voilà, ce sera l'occasion enfin, de se rencontrer et puis de voilà. De très belles activités. Tout à fait, ouais, c'est vrai que apparemment c'est des belles journées. Ouais, 2 jours à fond. Donc n'hésitez pas à venir pendant ces 2 jours. Je fais un petit peu de pub en même temps, j'en profite. Bah oui. Donc voilà quoi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant c'est Sandrine Bier qui va nous parler de son projet. Bon, bonsoir. J'ai un parcours pro qui a toujours été plus ou moins dans l'aide à la personne. J'ai commencé en tant qu'éduc-spé, éduc de rue, avec la police sur Clermont. Ensuite, éduc, vous avez un grand panel de choix en fait. Et j'ai commencé par éduc-spé de rue, que j'ai arrêté rapidement. J'étais jeune et j'avais pas les épaules. Ensuite, j'ai travaillé dans une structure d'ADAPI pour les adultes polyhandicapés pendant quelques années. Ensuite, j'ai travaillé pour l'aide sociale à l'enfance, pas directement, mais mon patron et moi, on était lieu de vie. On était le dernier CARA avant que les jeunes aillent en milieu fermé, en prison pour mineurs. Donc voilà, il fallait un support pédagogique. Mon patron était éleveur de chevaux de sport et moi ex-cavalière de concours et en même temps éduc, donc ça c'était parfait. Suite à ça, je suis partie vivre à l'étranger. J'ai fait une rupture avec tout parce que mon patron a pris sa retraite. C'était mon patron et un ami. Donc j'ai pris une année sabbatique pour réfléchir un petit peu à la suite. Et en fait, la suite m'a ramené toujours à l'aide à l'autre, l'aide à la personne. Et j'ai été contactée par AGFOS PME, j'habitais Clermont-Ferrand, enfin Serra exactement. J'ai été contactée par AGFOS PME qui organisait sur Clermont une formation diplômante, niveau 4 il me semble, je sais plus. En fait pour être employé familial et pour être plus aide à la personne âgée en fait. En début de perte d'autonomie, voire un peu plus suivant la formation. Enfin, moi, j'étais envoyée sur les grosses pertes d'autonomie puisque j'avais une formation à la base sur le polyhandicap, enfin bref. Donc AGFOS a organisé cette formation diplômante. Ils ont fait il y avait de gros critères parce qu'ils voulaient, comme ils veulent pérenniser cette formation, c'était en 2016, ils voulaient être sûrs qu'il y ait 100% de réussite. Donc on a été hyper sélectionnés, enfin ça a été assez tendu, mais bon, on était 10 à faire cette formation, on a été 9 à obtenir le diplôme. Et tous mes camarades voulaient travailler en CESU. Et le CESU, vous êtes... le CESU, c'est un chef de service. En fait, vous êtes employé par le particulier. Moi, par l'ADN familial, je voulais monter mon entreprise. J'ai du mal avec la hiérarchie. Non, j'aime bien choisir mes clients et j'aime bien que les choses soient simples. Ça passe pas, on se dit au revoir et on arrête. CESU, on passe par des structures, enfin bref, j'avais pas envie. Donc j'ai créé Aurévie en 2017. Donc Aurévie, c'est Aurélie, ma fille, et la vie, la vie. Et j'ai travaillé auprès de personnes âgées pendant, jusqu'à récemment, jusqu'à la perte de la dernière, parce que, ils partent, il y a un moment. C'est le point noir de mon boulot. Et donc j'ai passé 7, 8, 6 ans auprès de certaines personnes. Et petit à petit, on rentre dans leur intimité, on rentre dans leur vie, on devient les confidents. Et j'ai noté que ce qui était toujours récurrent, chez toutes, c'était l'ennui, l'impression de ne plus servir à rien, ni à personne. Et ça a entraîné plein de choses. L'ennui, quand on s'ennuie, qu'on ne sait pas quoi faire et qu'en plus on sait qu'on ne peut pas le faire, on perd un peu le moral. Quand on perd le moral, on mange moins bien. Et quand on mange moins bien, toutes les pathologies, on est en régression. Et les pathologies récurrentes chez ce genre de personnes, c'est le diabète, les insuffisances cardiaques, insuffisance rénale, enfin bref.
Après, il y a d'autres pathologies, mais les principales, c'est celle-ci. Et je me suis rendu compte que mes petites mamies, en perdant le moral, elles mangeaient moins bien, etc., etc. Donc, avec une en particulier avec qui j'ai passé beaucoup de temps, on a beaucoup discuté et elle m'a dit « mais prends-moi chez toi ». Et c'est là, l'idée m'est venue, je dis « mais pourquoi pas ?» Donc je me suis pris des renseignements. Sur toute la France, il y a pas mal maintenant, l'EHPAD c'est plus la finalité. En plus maintenant, c'est certainement pas la finalité, ça c'est sûr. Ça. Je ne vais pas dire merci au Covid, mais... Donc, je me suis renseignée. Effectivement, il existe une structure qui s'appelle l'accueil familial. Et l'accueil familial peut accueillir des gosses de l'ASE, comme je l'ai fait pendant quelques années, peut accueillir des personnes handicapées, polyhandicapées, mais aussi des personnes âgées. En début de perte d'autonomie, ou parce que je n'ai pas le droit de prendre des personnes qui ont par exemple un Alzheimer très avancé. Parce que ça met en danger. Ces gens qui commencent à fuguer, qui mettent en danger aussi toute la maisonnée. Hein. Le maximum de personnes accueillies, c'est 3 entités. Vous pouvez demander un agrément pour 3 entités. Donc 3 entités, c'est 3 personnes ou 3 couples. Moi, je ne veux pas faire un EHPAD. Donc si un couple me supplie, je le prendrai chez moi, mais je préfère 3 personnes. Déjà 3, ça occupe. Et si on veut être aux petits soins, et c'est l'objectif, puisque je connais toutes les pathologies, comment les nourrir en fonction de leur pathologie, et tout ça je maîtrise. Il faut aussi pallier l'ennui, donc bien sûr il y aurait plusieurs personnes, mais je serai là aussi pour pallier à cet ennui, à essayer de leur faire comprendre qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ont oubliées. C'est idiot, mais entretenir un potager, même s'il n'y a que 3 pieds de tomates, c'est bien. Ces tomates-là, on va les ramasser et puis on va les manger aussi. Pour vous dire que c'est très important en fait, pour nous c'est pas beaucoup mais c'est hyper important. Donc voilà mon projet. Donc c'est une diversification d'Aurévie, parce que je tiens à Aurévie. C'est une diversification, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai besoin d'un financement. Donc parce que il faut une maison de 5 chambres minimum, il faut 3 personnes accueillies, moi éventuellement. Et je voudrais une chambre libre parce que les lieux de vie comme ça, il y a un annuaire, un internet, où vous êtes à n'importe quel bout de la France. Si vos aînés ont envie, ou vous avez envie de placer vos aînés, vous étiez en région parisienne, venir en Haute-Loire, il y a un annuaire. Donc ça veut dire que si la famille ne voit pas beaucoup son parent, elle peut venir passer un week-end à la maison, j'aurai une chambre pour la famille, que j'essaierai de faire un coin repas aussi, pour qu'ils puissent aussi avoir leur intimité, voilà, manger avec le parent. Donc voilà, en gros c'est ça, mon projet. Et pour l'instant c'est qu'un projet, parce que ça pose des grosses difficultés. Le conseil départemental, pour l'agrément il n'y a pas de problème vu mon cursus, mais ce qui pêche au niveau du financement, parce qu'il faut une grosse maison, il faut l'aménager, c'est un aménagement un petit peu particulier. Pas tant que ça. Meublé, il n'y a pas de gros aménagements sur le handicap, puisque je les prendrai en début de perte d'autonomie. La maison va se moduler avec le vieillissement des personnes. Et je vais proposer, après on crée un lien, hein. C'est pas une usine, c'est pas un produit, il y a un lien qui se crée, on laisse des plumes, mais on crée un lien, c'est obligé. On donne de l'amour quand on fait ce genre de choses. On en reçoit beaucoup aussi. Je peux proposer l'accompagnement fin de vie, qui est compliqué, mais si des familles me confient leur aîné, ils vont me connaître, on va se connaître, on va échanger, on va créer des liens. Et beaucoup préfèrent mourir à la maison, et la maison, ce sera la maison. Voilà, donc je peux proposer ça aussi. Mais c'est compliqué, je vous dis, pour monter au niveau de dossier, parce que j'ai demandé au conseil départemental de m'aider pour le financement. Et on m'a dit que c'était compliqué de donner de l'argent public pour la maison d'accueil familial. En fait, je devrais être rémunérée en CESU. Alors pour inclure Aurévie là-dedans, il faut qu'en fait Aurévie vende les services à la maison. Enfin voilà, c'est compliqué, mais je vais trouver une faille. Je vais trouver la faille. Je la trouverai.
Voilà, c'est mon projet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous cherchez votre... mais je pense la même question. Vous cherchez le lieu du coup? Ouais. Alors, le lieu, c'est... À côté de la brasserie. Il me faut une grande maison. J'ai le droit de louer, par contre. Je suis pas obligée d'être propriétaire de ma maison. Je peux la louer au départ. Par contre, à terme, il est bien évident que je voudrais ma maison. Et éventuellement, je vieillis. Ma fille étant dans le même domaine que moi. Éventuellement, peut-être d'ici 6 ans, j'espère, dans 3 ans, avoir acheté ma maison. Et dans 6 ans, avoir 2 maisons et les chapeauter. Administrativement, je gérerai ça. Et placer des gens comme moi qui ont envie. Voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas la structure parce que je n'ai pas l'argent. Alors, on ne vous donne pas non plus l'agrément si vous n'avez pas la structure. Et il faut que je trouve cette petite faille dans le droit, là. Enfin, je ne sais pas trop. Donc, pour l'instant, c'est... Alors, normalement, c'était sur Clermont. Ma fille est venue s'installer en Haute-Loire il y a 1 an, ma fille et ma petite fille. Et je suis venue donc très souvent et le lieu me plaît en fait et je me sens plus dans mon élément au niveau verdure. Et puis je souhaiterais donc avoir un potager, un jardin, peut-être s'il y a un peu de place, un cheval. Parce que ben oui, mais il y a un cheval retraité, ils peuvent aussi venir le nourrir avec moi, s'en occuper. Enfin, il faut plein de choses. Le cheval c'est thérapeutique, donc j'y tiens un peu quand même. Et la Haute-Loire, voilà, c'est vert, on peut avoir une maison avec du terrain autour, c'est sympa. Donc voilà, Next Clermont, et je suis là depuis 15 jours. Voilà. Donc déjà, il faut que je me fasse un réseau sur le terrain, je vais refaire du terrain, c'est pas très grave. Je vais faire un réseau à domicile, c'est pas grave. Et puis on peut faire, je peux faire naître des liens, faire aussi naître des envies dans les familles, dire mais oui, pourquoi pas, et voilà. Mais ici. Alors en particulier, oui, autour de Brioude. Je trouve que c'est le compromis entre la campagne et quand même une petite ville avec des... c'est bien, voilà. Vous comptez vivre avec eux tout le temps ou avoir aussi votre à côté Alors, vous avez dit dans un deuxième oui. temps vous aimeriez, mais dans le premier temps... Non mais n'importe quel temps, il y aura toujours H24 quelqu'un dans la maison avec eux. On est bien, c'est bien clair. Par contre après, c'est suivant les maisons, j'en ai vu plein. J'en ai vu plein pour vraiment savoir ce que je veux. Et j'ai vu beaucoup de maisons quand même où vous avez une maison à étage, donc pas d'étage pour les personnes âgées, parce qu'un jour ou l'autre, elles auront des ambulateurs ou fauteuils roulants. Mais il peut y avoir un plein pied à l'étage avec 3 chambres, c'est ce qu'il me faut. Après, moi, si j'ai un sous-sol que je peux aménager en petit appart, ça me va bien. Et concernant, je serai seule, mais concernant... c'est fatigant, c'est usant, c'est sûr. Je les adore, mais c'est usant. Parce que c'est un heureux compromis entre le polyhandicap et l'adolescence. Hein. Donc, c'est usant. Il y a un réseau en France qui s'appelle la FNAEF et qui... Vous pouvez demander des remplaçants. Si voilà, vous devez prendre un week-end sur 2 et prendre vos vacances, parce qu'il faut souffler un peu aussi. Donc voilà, il y a un système de remplaçants. Après, moi... Dans ce genre d'endroit ici, je pense que le bouche à oreille, des parents vont me dire tiens, j'ai ma gamine qui s'intéresserait, qui travaille, qui veut être éduque ou autre, ou AMP, ou je m'en fous, mais qui aime l'autre. Je pense que je pourrais trouver des remplaçants, dire bah voilà, moi je m'en vais un week-end, tu prends ma maison, mon appart, enfin la chambre d'amis, pardon. Mais vivre avec eux, oui. Les repas, le lever, le coucher, mais avec mon coin quand même pour... oui, c'est prévu. Je trouverai ma maison, comme ça. Il y en a d'autres dans la région? Ici, oui, il y en a. J'ai visité, j'étais invitée par une élue, une commune pas loin. Elle m'a proposé sa maison, qui était super intéressante parce que c'était vraiment adapté à l'accueil familial. C'est-à-dire que chaque chambre avait son lavabo et sa douche, son WC. Il y avait une grande salle commune
pour les repas qui étaient assez chaleureuses. Il y avait une cuisine ouverte, enfin, c'était vraiment très chaleureux, très bien fait. Au rez-de-chaussée, il y avait le fameux appartement de la personne qui s'en occupe, mais aucun extérieur. Et ça, non, parce que moi, je dis qu'un barbecue, c'est bien. Enfin, voilà. Et aucun extérieur. Et elle tournait déjà depuis 3 ans, cette maison, mais avec des jeunes adultes handicapés mentaux. Et non, ça, je veux pas faire. Je veux plus. Voilà, j'ai fait, je veux plus. Le handicap mental, non, ça m'intéresse plus du tout. C'est pas que j'en ai fait le tour, mais juste je veux plus. Je vis aussi et je veux vivre tranquillement avec mes résidents. Avec des personnes âgées, il y a d'autres structures. Alors, ici, a priori, donc j'ai pris contact avec une assistante sociale, Madame Chambon, si quelqu'un la connaît, qui place ses dossiers. Et donc quand je l'ai appelée, elle m'a dit « Ouh là 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 là, la personne âgée, mais non, nous, on ne nous demande que des placements handicap, polyhandicap ou handicap. » Mais je me focalise pas sur la région, puis si je suis la première, enfin je veux dire, mais... Il n'y a peut-être pas de demande parce qu'il n'y a pas de... On ne sait pas que ça peut se faire. Alors ça j'en suis pas sûre. Franchement, j'en suis pas sûre. Je pense que s'il n'y en a pas encore... vous savez, placer les jeunes adultes polyhandicapés qui ne sont pas tout à fait faits pour les structures et pas tout à fait à inclure dans un système normal, il n'y avait pas entre-deux. Donc je crois que ça a pallié le entre-deux. Mais nous, on arrive... Enfin, le train est là pour les personnes âgées. C'est malheureux à dire. Hein. J'ai fait une brève visite en EHPAD. Et j'ai dit que plus jamais de ma vie je ne travaillerai en EHPAD parce que je finirai en prison. C'est pas mon ADN du tout. Et là, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, ça fait longtemps, hein, c'est sorti maintenant, mais ça fait longtemps, il faut monter dans le train, c'est là, c'est maintenant. Parce que j'ai vu plein de familles qui m'ont dit, mais l'EHPAD, c'est hors de question. Donc, même si les gens ne sont pas encore bien habitués par ici, il y a quand même des régions où il y en a pas mal, hein, des accueillants familiaux pour personnes âgées. C'est pas grave, on va les emmener en Haute-Loire, et en Haute-Loire, il y a des personnes âgées. Et c'est pour ça que je vais faire mon réseau et faire des connaissances. Et voilà. Créer l'envie, le besoin. Pour les familles, ça a des conséquences sur le financement, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont aidées par les collectivités locales pour financer les places en l'occurrence. Alors, des conséquences, je serai moins cher qu'un EHPAD. Alors sur Clermont, j'étais aussi cher qu'un EHPAD moyen, puisque c'était Serra, plus particulièrement, donc Serra c'était très coté. Et je pense, pour l'instant il faut que j'affine encore, mais à regarder, parce que les loyers sont moins chers ici, même l'achat ultérieur c'est moins cher, donc ça peut... Mais je serai quand même dans les 2500 € par mois. Mais en sachant quand même que les personnes sont nourries, c'est de la cuisine. Je me justifie pas, parce que je veux dire, et c'est de la prise en charge. La prise en charge par les collectivités, quand les gens n'ont pas les moyens, il y a un complément qui est versé. Ah, mais oui, Donc ça marche pareil. Oui, ça marche pareil. Il n'y a pas de conséquences. Non, et la défiscalisation est la même, c'est à 50%. Non, c'est pareil. Non, aucune conséquence. Si ce n'est qu'après, il faut voir. Moi sur Serra, ils avaient bien saisi le truc, c'est que c'est quand même du... Moi, on me dit pas, t'as 8 minutes pour faire une toilette. On est bien d'accord. Voilà. Et c'est pas... j'achète des produits frais et ils mangeront en fonction de leur pathologie. J'ai vu en EHPAD des diabétiques qui ont présenté des éclairs. Enfin, je veux dire... voilà. C'est des petites choses, mais franchement, voilà. C'est vraiment une prise en charge, et puis en plus j'aimerais bien un cadre sympa tant qu'à faire une maison vraiment agréable, jolie, cossue, quelque chose de... voilà, une fin de vie sympa. Voilà. Bon, si vous avez une place. Il faut commencer à me contacter quand il faut changer vos protections. Avant... Voilà. C'est bon ? Merci.
Alors, pour conclure, on va demander à M. Fauché, qui nous avait présenté lors du Up Hero du 19 octobre dernier, le concours qui était proposé par l'association Cap Vacances. Donc un concours pour les porteurs de projets dans le domaine du tourisme. Donc les lauréats ont été annoncés vendredi soir, mais M. Fauché va venir nous dévoiler le bilan du concours que l'association avait mis en œuvre. Alors les résultats du concours, ceux qui ont lu le journal aujourd'hui, ça y est, Philippe, je t'avais prévenu. On peut les autoriser à partir, ceux qui savent déjà. Alors, je reviens là-dessus, donc c'est Cap Vacances, hein, pas Milléade. Milléade, village de vacances, est une filiale de Cap Vacances. Cap Vacances a plus d'activités directes dans le tourisme, mais elle a des vocations des vacances pour tous et du développement local. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a créé ce concours de porteurs de projets dans le domaine touristique. Donc il y a eu certains très beaux succès. Il y a eu 16 dossiers. Il y en a 9 alors il y en a 7 qui ont été, je vais en dire 2 mots, qui n'ont pas été retenus, hein, qui ne remplissaient pas les conditions. On a vu 9 projets, 9 porteurs de projets. Et ensuite, il y a les prix que je vais vous communiquer. Alors, ce qu'il faut bien... il y a les projets qui n'ont pas été retenus. Par exemple, ce qui est que un immeuble, l'aménagement d'un gîte, par exemple, certes, c'est du tourisme, mais ça ne nous est pas apparu. Puis d'abord, c'est bien subventionné par ailleurs, mais ce n'était pas une activité nouvelle, une activité innovante. Une activité de commerce, par exemple, ou d'activité de service qui travaille à l'année, par exemple installé à Brioude, un commerce à Brioude, certes, pendant l'été, il y a des touristes, mais on ne peut pas qualifier ça d'un projet touristique. Donc je précise bien, parce qu'il y en a peut-être ici, justement, qui n'ont pas été retenus. Alors ça leur permet de comprendre. Alors aussi, ce qui est important, c'est que quand on parle de tourisme, c'est bien, enfin, à nos yeux, hein, c'est une activité économique. C'est une activité économique. Ça fait rentrer de l'argent sur le territoire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du pays, qui viennent avec des sous et qui les dépensent chez nous. Et que chez nous, ça fait des revenus. Ça permet de payer et de faire vivre quelqu'un, au moins une partie de son temps. Donc c'est ça, il faut bien voir. On a eu vraiment ces filtres-là pour faire le choix des lauréats. Je ne sais pas où ça commence. Ah, par là. Alors, il y avait 3 prix. Enfin, en gros, il y a eu des très bons projets. Il y avait 3 prix. Un de 5 000, un de 3 000 et un de 1 000. Et finalement, il y avait tellement de bons projets. Et puis à la fin, on ne savait pas trop comment les partager. Donc il y a eu 3 ex-aequo pour la 3e place. Donc voilà, au total, il y a eu 5 lauréats. Alors qu'au départ, il devait y en avoir 3. Alors, le premier projet primé à 5 000 €, c'est la cuisine. Je suis fatigué. La conciergerie d'ici. D'Ozon à Langeac. Ah mais oui, pardon. Ils sont là même. Et, donc d'Ozon à Langeac en passant par... Mais je sais pas, je le dis, oui, c'est aussi vous. Ah oui, je vais le dire, plus que moi. D'Ozon à Langeac, en passant par Blaye et Issoire, nombreuses sont les résidences secondaires et les gîtes ou maisons de vacances. Proposer un service d'intendance, surveillance, maintenance, ouverture et fermeture des lieux pour les résidences secondaires et un service de gestion locative, aide à la location, accueil des locataires, régler les problèmes sur place, ménage après séjour pour les gîtes ou maisons de vacances. Voilà le projet innovant et qu'on a considéré à fort potentiel, dont le siège est situé à Ozon et il est porté par Christina, ici présente. Donc ça a été le premier projet.
Alors, Qui avait pitché lors du Happy Hour. qui avait pitché, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Le jour où j'avais présenté effectivement les règles du concours. Alors, le deuxième, des tipis sur la commune, ils sont pas là, je ne les ai pas vus. Alors c'est situé à la Croix d'Aubagnat, commune de Frugy-Alpin. Vous pourrez vivre un moment de simplicité volontaire, en immersion totale dans la nature, au cours de nuits insolites, dans des tipis traditionnels indiens. Ouvert de mars à octobre, cet espace aménagé pour l'écotourisme vous offrira de nombreuses activités, ateliers, cueillettes sauvages, balades botaniques et ornithologiques pour vous sensibiliser à votre impact environnemental. Cette activité à proximité de la microferme du Tromège permettra d'en valoriser les produits. Voilà le projet donc qui a été primé à 3 000 €. Ensuite, il y a les ex-aequo. Donc il y en a 3. Il y a la Dutch Company. La Dutch Company qui... Isabelle est là, pardon, excuse-moi, je n'ai pas attention. Mettre à profit expérience et amour pour la 2 chevaux, véhicule mythique afin de découvrir notre territoire autrement. Faire découvrir notre territoire autrement, et une clientèle nostalgique du véhicule ou simplement curieuse de rouler en décapotable, de visiter notre territoire avec un brin d'aventure. Ouverte aussi bien aux touristes, à la clientèle locale, au rassemblement de familles, à l'occasion de noces, baptêmes, anniversaires, au comité d'entreprise, la flotte de 5 véhicules avec boules de pétanque, nappe à carreaux pour pique-nique et propositions de roadbooks est disponible toute l'année, donc projet porté par Isabelle. Et le siège, je ne l'ai pas dit, c'est à Villeneuve-d'Allier. Je dis, c'est important parce qu'il se trouve qu'il y a eu des porteurs de projets de tout le territoire, et je crois que c'est intéressant. Alors, Tsabonne au gîte de la Virlange, donc ils ne sont pas là. Situé sur la commune de Chanaleille, c'est au Perché, au hameau de Chazot, à la croisée du GR65 et de la grande traversée du Massif central en VTT, un gîte d'étape pour les marcheurs et cyclistes ou gîte de séjour pour touristes, va augmenter sa capacité d'accueil en y implantant un hébergement insolite, une tsabonne, cabane sur roue, qui accompagnait autrefois le berger avec son troupeau, au gré de leur déplacement dans les pâturages. Donc là, c'était aussi un prix de 1 000 € porté par Élodie. Ensuite, un projet dont vous avez entendu parler, vélo location. Pardon ? Véloloc à Lannion. C'est pas si, c'est le même. Alors, bien sûr que c'est le même. Véloloc à Lannion aussi, c'est ça ? Ah ben oui, ils se sont trompés, oui. À proximité du camping de Landes-sur-Alagnon, vous l'avez déjà entendu, cette activité de location de vélo électrique avec possibilité de remorque pour enfants ou animaux de compagnie propose un vrai plus avec un service de réparation de cycle ouvert à tous toute l'année. La création d'un gîte d'étape offrira également une possibilité d'hébergement. Donc le vélo, il est porté par Valérie, mais on voit bien qu'elle est portée à 2. Donc c'était également un prix de 1 000 €. Alors, un truc important aussi, c'est qu'on offre aussi un accompagnement. Donc ça, c'est bon, l'expertise de Cap Vacances et de Milléade aussi, elle peut être utile. Ça peut être les dirigeants de Cap Vacances, donc quelques-uns comme moi sont aujourd'hui à la retraite, qui ont quelques compétences en matière de gestion de tourisme, ou bien l'expertise des gens de Milléade dans différents domaines de la gestion, du marketing, de l'Internet, etc., etc. Donc c'est des contacts, je crois, qui sont en cours et pouvoir, c'est proposé à chacun des 5 lauréats. Voilà.
Il s'agit de booster le développement du tourisme. Hein. Chez Nicole, voilà, les communautés de communes ont été déroulées, mais en particulier Nicole qui a bien relayé l'information. Et c'est vrai qu'il y a des beaux projets et ça fait plaisir. C'est-à-dire que sur ce territoire, il se passe des choses, il y a de l'agnac, il y a des gens qui ont envie de faire. Et ça, c'est vraiment drôlement bien. Voilà. Bon, merci. Bien, ben on va pouvoir poursuivre les échanges autour d'un petit verre maintenant, puisque tous les pitchers ont pris la parole. Voilà. Un grand. Voilà. Vous êtes bien sûr, le temps qu'on installe.